Dans le précédent épisode, nous avons parlé du lancement du projet de triptyque Le Seigneur des Anneaux, des droits d'adaptation, le passage d'un studio à l'autre, l'écriture du scénario, les storyboards et la prévisualisation. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la pré-production. Commençons par présenter les principaux responsables de la création de la trilogie, qui pour la plupart étaient déjà là lorsque le projet était chez Miramax. On va pas présenter les scénaristes et producteurs, déjà vus dans le précédent épisode. Je citerai juste, comme je l'ai oublié dans le premier épisode, que si la trilogie est financée et supervisée par New Line Cinema, elle est produite par Wignotte Film, la boîte de Peter Jackson. Nous allons parler de l'équipe artistique en commençant par le production designer, terme souvent traduit par chef décorateur, mais il s'occupe de bien plus que les décors. Il est le responsable de tous les éléments visuels du film et est donc le big boss créatif du département artistique. Il s'agit du néo-zélandais Grant Major qui avait travaillé sur les deux précédents films de Jackson. Ensuite, il y a l'art director. Il est hiérarchiquement en dessous du production designer et est chargé d'organiser le département artistique d'un point de vue humain, financier ou encore logistique. Il y a plusieurs art directors, mais il y en a un qui supervise les autres. Il s'agit du néo-zélandais Dan Henna qui avait fait ce taf sur le précédent film de Jackson. Pour créer les costumes, ils ont fait appel à la néo-zélandaise Gilla Dixon, qui était chargée des costumes de l'avant-dernier film de Jackson, ainsi que de deux séries de fantasy, quoique plus cheapos que Le Seigneur des Anneaux. Avant de travailler dans le ciné, elle vendait des vêtements qu'elle designait dans un magasin de vêtements à Auckland. Sur la trilogie, elle avait avec elle une équipe d'une quarantaine de couturières et couturiers, avec qui elle a conçu pour toute la trilogie pas loin de 19 000 costumes. Pour les personnages principaux, il fallait environ 40 exemplaires par costume. Déjà parce qu'il fallait plusieurs exemplaires par personne, et il en fallait pour l'acteur, ses doublures, notamment cascadeurs ou taille. Mais Gilla Dixon n'était pas la seule conceptrice en chef des costumes. Pour une bonne partie des costumes, il y avait également Richard Taylor avec la boîte qu'il a fondée, Weta Workshop, spécialisée dans les effets spéciaux pratiques, maquettes et costumes spéciaux. Weta était aussi en charge des maquillages, tels que les oreilles d'elfes ou pieds et oreilles de hobbit, et il y en a eu pas mal à faire, près de 1600 sur toute la trilogie. Et d'ailleurs, il fallait 1h30 pour mettre les pieds aux acteurs. Ils devaient arriver au maquillage à 5h30 du matin, et le soir il fallait 1 heure pour les retirer. Du coup, la cinquantaine de jours où au final Jackson n'a pas fait de plan où l'on voit leurs pieds a bien mis le seum aux acteurs qui auraient préféré dormir. Pour l'anecdote, le maquilleur des pieds de Sam, il s'appelle Sean Foot. C'est rigolo parce que... foot en anglais, ça veut dire pied. Vous pouvez rigoler s'il vous plaît? Pour les Urukai, il a fallu faire près de 200 dessins avant de trouver le bon design. Et les prothèses mettent beaucoup de temps à être appliquées sur les acteurs et coûtent cher. Du coup, pour les Urukai en arrière-plan, c'était des masques qui se mettent vite et sont réutilisables. Il y avait rarement plus d'une demi-douzaine d'Urukai entièrement maquillés avec des prothèses. Et pour fabriquer toutes les prothèses, les fours ont tourné quasi sans arrêt pendant 3 ans. Et il y avait sur le tournage un camion entier pour stocker le nécessaire pour les effets gore, notamment le faux sang. Et d'ailleurs, si vous demandez pourquoi le sang des orques, gobelins et urukai est noir, c'est parce que comme c'est pas la couleur du vrai sang, les scènes sanguinolentes sont moins impressionnantes, et c'est parce que le film reste classé PG-13. Et du coup, il fallait aussi que l'intérieur de leur bouche soit noir. Du coup, avant chaque plan, ils devaient boire une boisson qui noircissait l'intérieur de la bouche. Le plus gros département de Weta Workshop, c'est le département armes et armures, qui comprenait entre 50 et 70 personnes. Pour les épées, le maître d'armes du film a recommandé que chaque épée soit en 5 exemplaires par jour parce que ça casse. Le problème c'est que c'était beaucoup trop cher, ils ont donc cherché un moyen d'amortir les chocs pour empêcher que les épées se brisent. Ils ont trouvé un procédé, il faut mettre du caoutchouc dans la partie reliant la lame et le pommeau afin d'absorber les chocs. En parlant d'épées, les forgerons de la trilogie sont apparus en caméo dans la saga en tant qu'orques puis en tant qu'elfes. Presque tout a été fait à la main, dont les côtes de mailles, à tel point que les artistes qui assemblaient les anneaux en plastique, parce que c'est plus léger que le métal, au bout de 3 ans n'avaient plus certaines empreintes digitales. Les armures, elles, étaient en métal parce que ça rend bien mieux à l'image. Mais pour les cascades, pour limiter les risques, elles étaient en silicone. Pour aider à développer visuellement l'univers du film, Jackson a voulu faire appel à 2 de ses illustrateurs préférés de l'œuvre de Tolkien, Alan Mee et John Howe. Pour Jackson, Alan Mee est très bon pour représenter l'aspect poétique de l'univers et John Howe est bien meilleur pour l'aspect impressionnant et guerrier. Il faut dire que Howe est un fan des armes médiévales. Il possède par exemple des armures qu'il a amenées en Nouvelle-Zélande pour montrer aux équipes de Weta comment fonctionne une véritable armure. Les 2 dessinateurs sont arrivés sur le projet en même temps que Grant Major. Ils ne devaient bosser que 6 mois sur le projet, mais au final ils sont restés 6 ans, soit bien après la fin du tournage. Il faut dire qu'il y avait énormément de choses à designer et leur vision et celle de Peter Jackson matchaient bien. L'un des points les plus importants pour Jackson dans le développement visuel de la trilogie, c'est qu'il faut que l'univers soit réaliste. Réaliste avec des orques, des trolls, des gobelins, des elfes, des nains, des hobbits, des balrogs, des magiciens, mais réaliste quand même.
C'est par exemple pour ça que l'on voit régulièrement des ruines en pleine nature. Montrer que le monde a eu un passé le rend plus palpable. Et de même, il y a une volonté d'avoir des cultures bien claires et différenciées entre les différents peuples de la Terre du Milieu, avec parfois des inspirations du monde réel, comme par exemple le Rohan inspiré des peuples nordiques. Alan Lee était également l'un des 2 décorateurs de plateau, l'autre étant Danena, qui cumulait donc ce taf et celui de Supervising Art Director. Pour participer à la construction des décors, accessoires et costumes, ils ont fait appel à des tas d'artisans, qui n'avaient pas forcément d'expérience dans le cinéma. Et certains d'entre eux n'ont pas vraiment fait partie de l'équipe du film à proprement parler, mais on leur a commandé divers objets à fabriquer. C'est par exemple le cas du joaillier qui a créé l'anneau unique, qui au début était pas chaud, mais il a été convaincu par ses enfants. Il a fallu construire près de 15 exemplaires de l'anneau, et pour l'anecdote, il a été designé en s'inspirant de l'alliance du coproducteur Rick Porras. Et pour que les gros plans sur l'anneau soient plus simples à faire, ils ont fait un anneau géant. De même, le lambas était préparé par un boulanger de Wellington, où était basée la production du film, et le fabricant des cannes des Hobbits a proposé ses services en échange d'un document certifiant que c'est lui qui avait créé les cannes. Pour le coup, on peut dire qu'il a eu du pif sur le succès des films. Si on ne compte pas les employés de Weta Workshop et les artisans qui ont travaillé sur le film sans vraiment faire partie de l'équipe, le département artistique a compté environ 300 personnes. Pour l'anecdote, il arrivait que quand les accessoiristes construisaient un meuble pour le film, ils construisaient également l'intérieur. Ça ne sert à rien pour le film à moins qu'un personnage ouvre le meuble à l'écran, mais ça a un intérêt économique, puisqu'un vrai meuble, on peut le revendre et donc limiter le budget. L'équipe artistique a commencé à bosser sur le projet dès 1997, alors qu'il était encore chez Miramax. Le script était très loin d'être fini, mais en se basant sur les livres, la manière dont ils sont perçus par les 2 illustrateurs et le réalisateur, il y avait déjà de quoi bien commencer le taf. On va passer au directeur de la photographie, donc la personne en charge de l'image. Il s'agit de l'Australien Andrew Lesnie que Jackson a repéré grâce à Babe, le cochon devenu berger, et sa suite. Alors j'ai vu ces films il y a très longtemps, donc je trouve ça très chelou. Mais peut-être que l'image du film était très bien. Toujours est-il qu'il a, je trouve, signé une image magnifique pour la saga de l'anneau. Lesnie et Jackson ont décidé de filmer la trilogie avec des objectifs grand angle, car cela permet d'avoir une plus grande profondeur de champ, donc un plus grand espace dans le décor où les humains et choses présentes apparaissent nets. Afin que les différentes scènes du film soient cadrées et éclairées de la même manière, c'est logiquement sur le travail et les indications de Lesnie que se basent les directeurs de la photographie des différentes secondes équipes, et c'est le cas par exemple de l'équipe des maquettes. À l'époque, les images de synthèse n'avaient pas encore pris autant d'importance qu'aujourd'hui à Hollywood, les maquettes avaient encore une place qu'elles n'ont plus vraiment aujourd'hui. En tout, la trilogie a nécessité la construction de 58 maquettes, filmées par une équipe à part, utilisant la technique du motion control, une caméra sur grue contrôlée par ordinateur. Ainsi, les mouvements sont ultra précis, ce qui est mieux pour filmer des maquettes, d'autant plus quand on veut après intégrer des images avec les acteurs dans les images des maquettes. À l'époque, quand ils tournaient sur fond bleu, le décor incrusté derrière n'était pas numérique. Cette équipe était dirigée par Alex Funk, un directeur de la photographie américain, spécialiste des miniatures et séquences à effets spéciaux. Son équipe est celle qui a bossé le plus longtemps, puisqu'elle a commencé à tourner le 18 octobre 1999, soit une semaine après le début du tournage principal, et continua jusqu'en octobre 2003, et ils ont même repris en 2004 pour la version longue du Retour du Roi, soit 3 ans après la fin du tournage principal de l'équipe de Jackson. En tout, ils ont tourné pendant 988 jours. Et ça n'était pas suffisant puisque 2 autres directeurs de la photographie, spécialistes des miniatures, sont venus diriger quelques séquences en parallèle d'Alex Funk. Et en octobre 2003, lorsqu'enfin l'équipe maquette avait achevé le dernier plan de la version cinéma du Retour du Roi, l'équipe a décidé de faire une grosse fête. Peter Jackson, qui, on le verra quand on parlera de la post-production, aime bien rajouter des choses à la dernière minute, a voulu ajouter un dernier plan le soir de cette fête. Et donc, quand on les a appelés pour les prévenir qu'il y allait avoir à nouveau du boulot à faire au plus vite, ils étaient tous bien alcoolisés. Les miniatures de la trilogie sont très précises et donc très grandes, à tel point que l'équipe les a surnommées Bigature. La miniature de Barad-dûr faisait 9 mètres de haut, celle d'Ortanque mesurait 8 mètres, et pour les plans où on la voit de loin, le cercle d'Isengard faisait 18 mètres de diamètre. Minas Tirith, elle, fait 7 mètres de haut pour 6,5 mètres de diamètre. Le problème des maquettes très hautes, c'est que les caméras de motion control pouvaient pas forcément monter en haut. Du coup, parfois, il a fallu incliner les maquettes pour que le haut soit moins haut. Et puis aussi, il y a des maquettes qu'il fallait construire en plusieurs morceaux pour qu'elles soient déplaçables entre l'atelier et le plateau. Pour finir sur les maquettes, une petite anecdote qui me fait sourire. Une coquille textuelle a amené à une grande modification d'une maquette. En effet, si la porte noire a 2 battants, c'est parce que sur le document qu'ont lu les maquettistes, le mot porte était par erreur au pluriel. Ah, et aussi pour la ville des morts, ils ont dû s'amuser à construire 80 000 crânes. J'ose pas imaginer le temps qu'a pris à préparer cette séquence. Mais il n'y a pas que les maquettes qui ont dû être filmées pour donner l'impression qu'elles ne font pas leur vraie taille. Il y a aussi les acteurs.
car il y a plusieurs races humanoïdes en Terre du Milieu, et certaines sont plus petites que les autres. Jackson voulait des acteurs de taille classique. Là j'avoue que je sais pas trop pourquoi, peut-être pour pouvoir les choisir parmi un plus grand nombre d'acteurs. Mais donc il faut tricher pour créer deux échelles. Les acteurs jouant les nains et hobbits, où il faut que les interprètes des nains soient plus grands que les interprètes d'hobbits, sinon ça fait une troisième échelle à gérer, et une échelle pour les hommes magiciens et elfes. Bon, il y a des solutions simples, genre l'interprète d'un hobbit se met à genoux, ou on met l'interprète d'un humain sur un cube. On peut bien sûr utiliser aussi des doublures. Il y avait donc plusieurs personnes de petite taille pour doubler des hobbits et nains dans les plans où on ne voit pas les visages, mais aussi un homme de 2,10 m qui doublait les personnages de taille classique aux côtés des acteurs jouant des personnages de petite taille. Et certains décors, comme Cul-de-sac, ont été construits à deux échelles. Comme ça, suivant le personnage que l'on filme, il est dans un décor à la taille qui lui correspond. De même, il y a eu énormément d'accessoires construits à deux échelles différentes, ce qui a demandé pas mal de taf. Et puis, on peut utiliser des doublures animatroniques. C'est notamment le cas à l'auberge de Brie. Le décor était construit à l'échelle des hobbits, sauf quelques éléments pour les plans sur Aragorn et l'aubergiste, et plutôt que de se trouver plein de gens très grands pour jouer les figurants humains, ils ont construit des costumes géants avec des échasses pour les jambes et fausses mains robotisées, et vu qu'on voit pas les têtes très longtemps, on n'a pas le temps de voir que ce sont des masques et non des vrais visages. Ces techniques marchent très bien, mais on peut vite s'en rendre compte. Il faut donc piéger le cerveau du spectateur pour qu'il oublie que c'est un artifice. Pour cela, il faut montrer de manière claire, de temps en temps et notamment au début, des personnages de tailles différentes ensemble et où on voit bien les visages pour qu'on ne puisse pas se dire que ce sont des doublures. Voyons donc les différents stratagèmes qui ont été mis en place et choisis suivant les plans en fonction de laquelle était la plus adaptée. La principale est la perspective forcée. Le principe est simple. Pour un décor, si on fait quelque chose en plus petit qu'il n'est supposé être, on a l'impression qu'il est loin. Et ben là, c'est l'inverse. On met un acteur plus loin de la caméra pour donner l'impression qu'il est plus petit. Il faut donc, pour qu'un acteur hobbit et un acteur humain se regardent dans les yeux, qu'ils ne soient pas vraiment l'un en face de l'autre, mais fassent comme si c'était le cas. Bon, le problème, c'est que pour qu'on ne voit pas la supercherie, il faut que les accessoires soient au bon endroit à la bonne échelle. Et surtout, il faut que la caméra soit pile dans l'angle où l'effet marche, sinon on comprend que les personnages ne sont pas l'un en face de l'autre. Il n'est donc pas possible de tourner avec une caméra 3D, d'avoir plusieurs caméras filmant les deux, ou que la caméra soit en mouvement. Le film étant tourné en 2D, et comme un film ça peut être tourné une caméra à la fois, les deux premiers points sont pas gênants. En revanche, ne pas pouvoir bouger la caméra, ça peut être chiant. Pour contrer cela, ils ont bien galéré à trouver une solution. Il faut que les acteurs et accessoires de différentes échelles bougent grâce à des plateformes en même temps que la caméra afin de conserver en permanence la fausse perspective. Et pour avoir une précision absolue, il faut une technique liée au motion control utilisé pour filmer les maquettes. Il faut connecter la caméra avec les plateformes sur lesquelles sont les acteurs ou accessoires pour que lorsque l'on bouge la caméra, les plateformes bougent en direct en s'adaptant à la caméra. De même pour les mouvements plus complexes qui rendent la perspective forcée trop compliquée à utiliser, on peut coupler cette technique de contrôle de mouvement avec des effets visuels. On met les acteurs dans deux décors différents, un des deux étant un fond vert. On filme le tout avec deux caméras dont l'une reproduit en direct, ou plus tard les mouvements de l'autre à la bonne échelle. Ainsi on a deux acteurs filmés de la même manière à deux échelles différentes, et quand on mélange les images, on a l'impression de voir une seule image avec deux acteurs de taille différente. Cette technique marche bien sûr aussi avec des plans fixes, et c'est même encore plus simple. Pas besoin de motion control. Et puis avec les effets visuels, on peut aussi tourner une scène en plateau avec une doublure et sur fond bleu avec un acteur pour ensuite coller le visage de l'acteur sur la tête de la doublure. Ça s'appelle le face replacement et c'est aussi très utile quand il y a une cascade trop compliquée pour un acteur pour qu'on voit bien le visage ou même quand un acteur est pas dispo un jour de tournage. Et en parlant d'effets visuels, Peter Jackson voulait faire travailler sa boîte Weta Digital sur le film, mais à l'époque c'était une petite boîte et le film avait des gros challenges, surtout pour l'époque, et il fallait s'assurer que Weta en serait capable et en convaincre New Line Cinema. Weta Digital a donc repris des scènes du film Braveheart et ajouté numériquement un château pour voir ce que ça rendait. Et de même ils ont fait une vidéo test avec un troll en image de synthèse. C'est pendant le tournage que Jackson a été pleinement convaincu que Weta serait capable de faire des plans full numériques en voyant le résultat de ce plan, iconique, tourné à deux échelles en studio devant un fond vert. Pour les grandes batailles, en 1998, Stephen Rugelus, un développeur travaillant dans le monde de l'image de synthèse, a mis au point un logiciel nommé Massive. Le but est de créer des foules de personnages de synthèse guidés chacun par sa propre intelligence artificielle. Ce qui est très pratique car pour les batailles nécessaires pour ces films, le nombre de figurants est très compliqué, voire impossible à réunir. Et ça serait aussi une galère d'animer un par un des figurants numériques. La création de ce logiciel a conduit son créateur à obtenir un Oscar scientifique et technique. Le logiciel a depuis évolué et a été utilisé dans pas mal de films et séries. L'idée est de créer divers groupes dont les membres sont créés automatiquement à partir de caractéristiques physiques et vestimentaires prédéfinies. Et le logiciel pioche pour créer des tas de figurants différents à qui on donne aussi des mouvements de base via de la motion capture.
On peut aussi leur dire qui sont leurs alliés et leurs ennemis pour qu'ils les attaquent. L'idée de base, c'est que quand un figurant voit un ennemi, il l'attaque. Bon, le problème, c'est que quand ils ont fait le premier test, y en a pas mal qui se barraient loin du champ de bataille. Le problème venait du fait que quand ils avaient pas un ennemi dans le champ de vision, ils savaient pas quoi faire et ils faisaient n'importe quoi. Du coup, Rigellus a mis en place une simulation du son. Comme ça, si tu vois un ennemi mais que tu l'entends pas, tu sais qu'il est là et tu cherches pour l'attaquer. À la base, l'idée était de n'utiliser les figurants numériques de Massive qu'en arrière-plan. Mais avec le temps, il s'est avéré que les images de synthèse de Weta et Massive étaient assez bonnes et il y a donc des plans dans la trilogie avec des figurants numériques au premier plan. Par manque de temps, il y a même un plan de test qui s'est retrouvé dans les 2 tours. Bon, par contre, être capable de faire des batailles avec des figurants numériques, incruster des images tournées sur des fonds verts ou des maquettes, des matte painting, des décors ou des créatures numériques, c'est bien, c'est même très bien. Mais il y a un autre souci de taille. Gollum. Ce personnage numérique qui a hanté mes nuits d'enfance a énormément d'importance. Il a beaucoup de temps à l'écran et au premier plan aux côtés de Sam et Frodo. Il ne peut donc pas être raté. Et donc New Line était réticent à l'idée de laisser une jeune boîte comme Weta Digital s'en occuper. Ce qui est compréhensible, il aurait été plus logique de le confier à une entreprise déjà bien installée, comme je sais pas moi, ILM ou Digital Domain. Mais en utilisant les rushs d'une des premières scènes tournées avec Gollum, Weta a ajouté un proto-Gollum pour avoir un test à montrer. Et le résultat a convaincu New Line de laisser Weta s'occuper aussi de Gollum. Mais dans ces films, il n'y a pas que les effets visuels, les maquettes ou les décors construits. Il y a aussi des décors bien réels. La Nouvelle-Zélande a des paysages magnifiques, mais pas mal de zones protégées. Et un tournage avec des dizaines, voire centaines de personnes et des décors, niveau environnement, c'est pas fou. Du coup, pour préparer les demandes d'autorisation de tournage, ils ont travaillé avec un avocat spécialiste du droit concernant l'environnement et ils ont bossé en partenariat avec l'agence environnementale de Nouvelle-Zélande. Ils se sont engagés à rendre les décors dans leur état original, ce qui dans le ciné n'est pas toujours respecté. Il y a par exemple des décors abandonnés, mais là, non. Les décors étaient préfabriqués hors des sites naturels pour limiter les déchets sur place et les plantes locales étaient prélevées et préservées pour pouvoir les replanter et compenser celles détruites à cause du tournage. Et pour trouver ces décors, le responsable des repérages a été aidé par le photographe Craig Potton, qui au cours de sa carrière a photographié pas mal de paysages néo-zélandais. Et il a aussi été l'un des photographes de plateau lors du tournage. Mais avant de tourner, il faut caster les acteurs. Parlons donc du casting. Le film n'a pas moins de 5 directrices de casting, une pour chacun des principaux pays d'où viennent les acteurs de la saga. La productrice scénariste et compagne de Jackson, Fran Walsh, s'est pas mal impliquée dans le casting. Le premier acteur a rejoint le casting en juillet 99, soit 3 mois avant le début du tournage. Il s'agit d'Elijah Wood dans le rôle de Frodo. Il est américain, mais Peter Jackson voulait des Anglais. Mais la prestation qu'il a envoyée pour le casting était assez bonne pour que PG le prenne. Et il n'est pas le seul américain à avoir voulu le rôle, puisque Jake Gyllenhaal a passé une audition. Du coup, Elijah Wood, tout comme Sean Astin, lui aussi américain, ont dû changer leur accent. Et c'est aussi pour le rôle de Frodo que l'anglais Dominic Monaghan avait auditionné avant d'avoir le rôle de Merry. Et vu que j'ai pas trouvé d'anecdotes intéressantes sur Pipin, citons tout de même son interprète, le britannique Billy Boyd, qui n'avait que 2 longs métrages à son actif à l'époque. Les humoristes britanniques James Corden et Johnny Vegas ont tous deux auditionné pour le rôle de Sam. Sean Astin avait l'énergie qu'il fallait, mais il n'était pas assez gros pour le rôle, du coup il a dû prendre 15 kilos. Vu que le tournage était très long et qu'il était un jeune papa, Sean Astin est venu en Nouvelle-Zélande avec sa compagne et leur fille, qui apparaît à la fin du Retour du Roi. Il a voulu être dans le film après avoir parlé avec son papa, John Astin, qui avait joué dans le précédent film de Jackson et qui avait beaucoup aimé la façon de bosser du réalisateur. D'ailleurs, John Astin a été en lice pour incarner Gandalf. Pour ce rôle, à l'époque de Miramax, les frères Weinstein, qui voulaient un casting plutôt américain, avaient proposé Morgan Freeman. L'acteur Sam Neill, connu entre autres pour Jurassic Park, a aussi été envisagé. Patrick McGowan et Nigel Hawthorne ont tous deux dû refuser pour raison de santé. Le Britannique Bernard Hill, commandant du Titanic, a également été envisagé pour le rôle mais ne l'a pas obtenu. En revanche, il a eu le droit à un autre rôle, celui de Théoden, le roi du Rohan. Tom Baker, ancien docteur de la BBC, a refusé le rôle à cause de la longueur du tournage. L'ancien agent du MI6, Sean Connery, et l'ancien capitaine de l'Enterprise, Patrick Stewart, ont tous deux refusé car ils n'appréciaient pas le script. Le rôle alla à un collègue mutant de Stewart, Ian McKellen, comédien britannique habitué du théâtre. Il n'avait pas lu le livre, mais c'est l'enthousiasme de Jackson qui l'a intéressé au projet. Et il est devenu assez connaisseur du bouquin qu'il amenait tout le temps sur le plateau. Mais malheureusement, il avait signé pour devenir Magneto dans le film X-Men, sorti en 2000, dont le tournage coïncidait avec les 5 premiers mois de celui du Seigneur des Anneaux. Pour un personnage aussi important, c'est trop compliqué, et il a donc dû refuser le rôle de Gandalf.
D'autant que si le Seigneur des Anneaux était tourné en Nouvelle-Zélande, X-Men lui était tourné au Canada, donc impossible de passer d'un plateau à l'autre. Heureusement, le planning du tournage du film de la Fox a pu être adapté pour que McKellen boucle en décembre 1999. 2 mois avant la fin du tournage d'X-Men et 2 mois et demi après le début de celui du Seigneur des Anneaux. Du coup, il a peut-être fallu adapter le planning du tournage de la trilogie, mais McKellen a pu jouer le rôle de Gandalf après le break de Noël. Avec sa perruque et sa fausse barbe, le nez de McKellen semblait trop petit. Du coup, il a été décidé qu'il porterait un faux nez. Idée qui n'était pas la préférée de l'acteur, puisque du coup, ça lui faisait perdre 2 heures de sommeil, le temps du maquillage, pour chaque journée de tournage. Le Britannique Christopher Lee, immense fan de Tolkien, voulait être Gandalf, mais il était conscient qu'à 77 ans, il n'avait plus l'énergie pour un tel rôle et un tel tournage. Et Jackson, grand fan des films d'horreur de la Hammer, auquel avait participé Lee, le voyait très bien dans le rôle de Saruman. Néanmoins, quelques autres acteurs ont été envisagés. Pour le rôle de Bilbo, Jackson a envisagé de prendre l'ancien docteur de la BBC, Sylvester McCoy, qui une douzaine d'années plus tard jouera Radagast. Mais celui qu'il avait en premier en tête, c'est le Britannique Ian Holm, qui avait interprété Frodo dans une fiction radio en 1981. Et c'est au final bien Ian Holm qui a eu le rôle. Et un truc que je trouve assez intéressant sur sa méthode de travail, c'est qu'il changeait sa manière de jouer à chaque prise, ce qui permet d'avoir pas mal de choix au montage. Bon, par contre, du coup, je me demande si des fois ça posait pas des problèmes de faux raccords ou tout bêtement de l'embarras du choix au montage. Le costume de Bilbo avait pour but de sembler différent de celui des autres hobbits pour montrer qu'il a vu du pays et ses oreilles sont plus tombantes afin de le vieillir. Ils ont eu du mal à trouver l'interprète d'Elrond. L'artiste musical, mais aussi comédien, David Bowie était intéressé par le rôle. Et je pense que ça aurait pu coller, mais Jackson ne voulait pas d'une star. C'est le producteur Barry Osborne qui a pensé à Hugo Weaving avec qui il avait bossé sur Matrix. Pour le rôle de Galadriel, avant qu'il aille à Cate Blanchett, c'est Lucy Lawless qui était envisagée. Mais elle a dû refuser en raison de la naissance de son second enfant et à son rôle principal dans la série Xena, les deux cumulés rendaient compliqué sa participation. De même, Uma Thurman a refusé le rôle d'Arwen qui intéressait pas mal Helena Bonham Carter. Et j'avoue que je l'imagine mal dans le rôle. Au final, c'est l'américaine Liv Tyler qui fut choisie, tout comme McKellen, elle ne connaissait pas la Terre du Milieu, mais est devenue très fan et a pas mal bossé pour maîtriser l'elfique, dont les répliques étaient traduites par le linguiste et spécialiste des langues imaginaires de Tolkien, David Salo, et répétées avec le coach de langue, Andrew Jack, dont le taf est donc d'entraîner les acteurs à parler une autre langue ou avec un autre accent. Il a notamment bossé sur plusieurs Star Wars, il a coaché Chris Hemsworth sur 4 films et a bossé sur une centaine d'autres films. Pour l'anecdote, il y avait une scène avec Aragorn qui devait être jouée en anglais et Liv Tyler a insisté pour la jouer en elfique. Pour jouer le rôle d'Arwen, elle a pris une voix plus grave que sa vraie voix, à tel point que son propre père pensait qu'elle avait été doublée par une autre actrice. Après avoir refusé le rôle d'Arwen, Uma Thurman a également refusé celui d'Éowyn, qui a été également proposé à Kate Winslet et Alison Doody. Au final, il alla à l'Australienne Miranda Otto. La star de film d'action américain, Bruce Willis, a été intéressé par le rôle de Boromir, et je suis curieux de ce que ça aurait pu donner. Le rôle a été proposé à Liam Neeson qui l'a refusé. Il fut accepté par le Britannique Sean Bean. Pour jouer son petit frère Faramir, l'acteur australien Davin Wenham a été choisi en raison de son petit air de ressemblance avec Sean Bean, notamment son nez. Avant lui, le rôle avait été proposé à Ethan Hawke, et Orlando Bloom, jeune acteur britannique, a également auditionné pour le rôle. Il a au final eu celui bien plus important de Legolas. Il s'agit de son tout premier film. Il venait de finir son école de comédien. Liv Tyler et lui étaient assez proches sur le tournage, d'autant qu'ils logeaient dans le même coin. Elle veillait sur lui, parce que c'est pas forcément évident, d'autant plus pour un novice, de tourner dans une grosse production, et lui servait de chauffeur vu qu'elle avait du mal avec la conduite du mauvais côté de la route adoptée par les Britanniques et les Néo-Zélandais. Si Bloom a les yeux bruns, Legolas lui a les yeux bleus. Il fallait donc que Bloom porte des lentilles. Le problème c'est qu'elle l'irritait. Il ne pouvait donc pas les porter tous les jours. Dans certains plans, la couleur de ses iris a donc été retouchée numériquement, mais visiblement pas toujours. Du coup, en fonction des plans, les yeux de Legolas changent de couleur. Une décennie plus tard, pour le Hobbit, il n'avait pas de lentilles du tout. Et là par contre, ils ont l'air d'avoir bien corrigé la couleur dans tous les plans. Pour le rôle de Denethor, avant de choisir l'acteur australien de théâtre John Noble, à l'interprétation très shakespearienne lors de son audition, le Britannique John Rhys Davies avait auditionné. Il est finalement devenu Gimli. Parmi les gens envisagés pour le rôle du nain de la communauté de l'anneau, on peut citer Billy Connolly, l'acteur qui devint Dain dans le Hobbit, mais aussi Warwick Davis, probablement l'un des plus célèbres acteurs de petite taille. John Rhys Davies, lui, fait 1m85, donc plus grand que les interprètes des Hobbits. C'est donc parfait, il n'y a que 2 échelles à gérer, et pas une pour les hommes, une pour les Hobbits et une pour Gimli. Si Bloom avait des problèmes de lentilles, Davis lui avait un problème de prothèse. Déjà, il fallait 4h30 de maquillage, et en plus son armure pesait 30 kg. Vraiment des conditions idéales pour être en forme toute la journée.
Mais surtout, il était allergique à sa prothèse. Du coup, il ne pouvait jamais tourner plus d'une journée d'affilée. Bon, comme il joue un personnage de petite taille, étant généralement aux côtés de personnages de taille classique, quand on ne voit pas son visage, c'est sa doublure taille, donc ça aide à limiter son temps de tournage. Et certains jours où il ne jouait pas Gimli, il pouvait jouer un autre rôle, puisqu'il est la voix de Silverbarb. Pour l'anecdote, Rhys Davies a perdu un bout de doigt dans sa jeunesse, et pour le tournage, on lui a fait une prothèse de doigt. Visiblement, Peter Jackson ne devait pas être au courant de cet handicap, et Rhys Davies a pu en profiter pour lui faire un prank, en faisant semblant de s'être coupé grâce à sa prothèse et du faux sang. Plusieurs acteurs très connus ont refusé le rôle d'Aragorn pour diverses raisons, et j'avoue que j'aurais bien aimé voir un duo Nicolas Cage en Aragorn et Bruce Willis en Boromir. Parmi les gens qui ont auditionné pour le rôle, il y a Vin Diesel, et en voyant cette info, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à... Pour Frodon, parce qu'on lâche pas quelqu'un de la famille. Au final, c'est l'acteur irlandais de 26 ans, Stuart Townsend, qui fut choisi pour le rôle. 2 mois avant le début du tournage, les acteurs principaux sont arrivés en Nouvelle-Zélande pour s'entraîner aux côtés des cascadeurs, dont l'équipe comptait une trentaine de personnes. À ce propos, je vous propose de vous présenter 5 des principaux responsables des cascades. Le coordinateur des cascades, c'est l'américain George Marshall Rouge, cascadeur depuis le début des années 80. C'est visiblement la première fois qu'il est à la tête du département des cascades sur un projet aussi gros. Pour les combats à l'épée, ils ont fait appel au maître d'armes vétéran, Bob Anderson, notamment connu pour avoir été sous l'armure de Dark Vador lors des combats de sabre laser. En Terre du Milieu, il existe plusieurs races et peuples aux mouvements et méthodes de combat différents. Pour designer ces différents mouvements, ils ont fait appel au chorégraphe Tony Wolf, un ancien lutteur qui depuis les années 90 a mis au point une méthode d'apprentissage des arts martiaux qu'il utilise notamment pour entraîner des acteurs, cascadeurs et danseurs pour le cinéma, le théâtre ou encore l'opéra. Même si je n'ai pas trouvé grand chose de ce qu'il a fait, ce qui est un peu bizarre. Les cascades à chevaux ont été coordonnées par Casey O'Neill, dont c'est visiblement la première fois qu'il fait ce taf. Et finissons avec le responsable des chevaux de la trilogie, Steve Hold, un éleveur néo-zélandais qui a notamment contribué aux grandes batailles pour lesquelles il a fallu trouver des centaines d'éleveurs acceptant de venir avec leur monture faire de la figuration. Pour les scènes avec moins de chevaux, la production en a acheté une trentaine, qu'ils ont revendu à la fin de la trilogie en 2003, pour certains à l'acteur ou cascadeur qui le montait. Après ces mois d'entraînement, de casting et ces 2 bonnes années de développement et pré-production, le tournage a pu commencer le lundi 11 octobre 1999. Mais il y a eu un hic. Ils se sont rendus compte alors que le tournage avait commencé qu'en fait, Stuart Townsend ne collait pas au rôle d'Aragorn. Il était trop jeune. Ils ont donc décidé de le remplacer. Ça a dû être pas agréable pour lui, et pour la production c'était aussi compliqué, parce que la première scène d'Aragorn devait être tournée la semaine suivante. Il a donc fallu trouver un remplaçant en urgence. Le producteur exécutif, employé de New Line qui supervisait la trilogie pour le studio, a recommandé l'américano-danois Viggo Mortensen, qu'il avait vu dans une pièce de théâtre. Comme ça urgeait un petit peu, Mortensen n'a eu qu'une seule journée pour se décider. Il a été convaincu par son fils, fan du bouquin, et il a décollé pour la Nouvelle-Zélande dès le lendemain. Sa première scène étant le combat contre les Nazgûl au Mont Venteux, il a fallu donc l'entraîner à l'épée au plus vite. Pour son premier jour, le maître d'armes Bob Anderson a l'idée que les cascadeurs lui foncent dessus avec les épées et s'arrête à la dernière seconde afin de voir sa réaction. Visiblement, il a bien réagi et a beaucoup appris. Monsieur Anderson a même affirmé que Mortensen était le meilleur épéiste qu'il ait formé. Pour l'acteur, son épée était la clé de son personnage, et il ressentait le besoin de l'avoir partout avec lui. Ce que je trouve un peu bizarre, et ce qui lui a étrangement valu d'être plusieurs fois contrôlé par la police. De manière générale, il était très impliqué dans les cascades et était très proche des cascadeurs. D'ailleurs, lui et les cascadeurs avaient une certaine manière de se dire bonjour, qui a probablement inspiré la manière dont les nains se saluent dans le Hobbit. Mortensen a, comme Tyler, poussé à ce qu'il y ait plus de textes traduits en elfique. Et pour l'équitation, il était aussi à fond. Par contre, il n'a pas pu avoir le cheval qui lui était prédestiné à l'origine, car pour répéter la scène où son cheval se met au sol, afin qu'Aragorn exténué monte dessus, le cheval prévu n'a jamais réussi à s'asseoir correctement sans écraser le mannequin remplaçant Aragorn pour l'entraînement. Le lien avec le cheval choisi au final fut si fort que Mortensen le racheta à la production à la fin de la trilogie. Nous reparlerons des cascades, chevaux, acteurs et décors et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans le prochain épisode où il sera enfin question du tournage principal. Et j'ai des tas d'anecdotes à ce sujet, donc il est possible qu'on prenne 2 voire 3 épisodes pour parler du tournage. Même si au moment où j'enregistre, je ne sais pas combien de temps ça prendra. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, mais aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche. A bientôt pour le tournage.